Imaginez que vous deviez avertir vos concitoyens d'un grand danger. Le problème, c'est que prendre conscience de ce danger suppose de voir ce qu'on ne voudrait pas voir, et que l'affronter suppose de faire ce qu'on préférerait ne pas faire. Voilà pour l'orateur un sacré défi. Et pourtant, si vous avez l'ambition d'avoir quelque impact que ce soit, vous devez apprendre à l'affronter. Car par définition, susciter un changement suppose de lutter contre l'inertie des comportements, de dissiper les croyances, d'inverser la tendance. À ce petit jeu-là, voici un orateur qui s'en sort bien. À partir de maintenant, nos enfants vont vivre dans un climat en dérive, et nos petits-enfants vivront dans un climat en dérive, pour ceux qui vivront, etc., jusqu'à la fin de l'humanité, parce que l'humanité va encore vivre quelques milliers d'années. Eh bien, pour les quelques milliers d'années qui viennent, le climat stable n'existera plus. Non seulement il nous parle de ce qu'on a le moins envie d'entendre. Il y a une petite règle de 3 qui s'appelle l'équation de Kaya, que je vous invite à regarder. Et cette petite règle de 3 vous dit que tout ce qui ne se fera pas comme régulation volontaire sur la sobriété et l'efficacité énergétique et l'efficacité carbone, se fera par contraction économique et diminution de la population subie. Alors, diminution de la population subie, il y a deux trucs qui marchent bien, c'est la famine et la maladie. Mais en plus, les solutions qu'il propose ne consistent pas à s'en prendre aux autres. Il incite chacun d'entre nous à prendre en main notre part de responsabilité. L'acte individuel, Jean-Marc, il n'a aucun sens. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a un certain nombre d'actes individuels. En fait, tout se répond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire dans un système, là, tout l'effort repose sur les épaules du politique. Et pourtant, non seulement les gens accourent à ses conférences, mais en plus, il peut financer son combat grâce à son activité de conseil. Quand on aligne l'ensemble de... Je dis la même chose aux dirigeants d'entreprise que je croise. Hein. Et ben, à ce moment-là, ils vous disent... Et pourtant, j'ai des clients. Et à ce moment-là, merci Jean-Marc, je vais continuer, puis on va attendre de crever tous ensemble. Hein. Non, Carbone 4 faisait 25 personnes il y a 3 ou 4 ans, on en fait 75 aujourd'hui, non. Sans plus de suspense, je vous révèle son secret. S'il sait comment s'y prendre, c'est qu'il a su déjouer la malédiction de Cassandre. Connaissez-vous le mythe de Cassandre ? Cassandre était une jeune femme magnifique, si belle que le dieu Apollon tomba amoureux d'elle. Pour la séduire, il lui fait un cadeau inestimable, le don de prophétie. Cassandre l'accepte, mais au moment où Apollon pense conclure, elle lui dit « en fait, non ». Apollon, furieux, lui crache dans la bouche. Ce qui a pour effet de lui enlever toute force de conviction. Cassandre se voit donc condamnée à voir l'avenir sans pouvoir avertir ses semblables, à commencer par ceux qu'elle aime. Cette malédiction va faire de sa vie un enfer, mais à y regarder de plus près, c'est un enfer dans lequel peuvent tomber tous ceux qui sont persuadés que le monde doit profondément changer. Jean Covici est conscient de cette difficulté. Il faut que la prophétie à un moment se réalise pour qu'on commence à y croire. Oui, parce qu'on est des animaux gouvernés par nos sens. Et alors moi, je vous le dis aussi, la prophétie 10 ans après la croissance, la décroissance, elle existe, et c'est pas une prophétie, c'est quelque chose qui est très solidement argumenté. Et donc on va commencer à le voir avec nos sens, et on va pas trouver ça drôle, parce qu'on n'a justement pas voulu le voir avec notre cortex, et donc on n'a rien préparé pour ça. Et le grand intérêt de cet orateur, c'est qu'il nous donne des pistes pour faire passer les idées que les autres préféreraient ignorer. C'est particulièrement frappant dans des séquences de ce genre-là. Par la construction de ruches alvéolaires avec des logements de toute petite surface, de 9 mètres carrés, qui sont construits comme une alvéole, qui est préfabriquée, standardisée en usine. Jean-Marc Jancovici, est-ce que c'est réalisable, d'après vous? Je pense que non, mais j'aime bien. Savoir si c'est réalisable, il faut faire un truc qui est monstrueusement enquiquinant, qui est de faire des calculs. Il a dû les faire. On les a fait. Attendez. Est-ce que vous avez fait les calculs sur l'énergie de fabrication des matériaux? Oui, donc en fait, on a travaillé avec le groupe d'ingénieurs CETEC basé à Paris. Je continue, si je peux continuer mes questions. Est-ce que vous avez fait des calculs sur la disponibilité en matériaux autour de Paris pour trouver les matériaux qui vont bien? Est-ce que vous avez fait les calculs pour que ce ne soit pas juste Paris qui en profite, mais aussi Lyon, Toulouse, etc. Et en fait, quand on fait ce genre de règle de 3, on se rend compte que très vite, on tombe sur des choses qui seront peut-être résolues un jour, mais qui aujourd'hui sont des problèmes qui ne sont pas si simples que ça. Mais qu'y a-t-il là de si remarquable? C'est ce que nous allons voir. Le premier drame de Cassandre est de ne pas être parvenu à avertir ses concitoyens de l'imminence de la guerre de Troie. La cause directe de cette guerre, c'est que le souverain de Troie, Paris, a enlevé Hélène, la femme du souverain de Sparte, Ménélas. Lorsque Paris revient à Troie au bras d'Hélène, Cassandre essaie de prévenir ses concitoyens que les choses risquent vite de mal tourner, mais ces derniers ont les yeux rivés sur la beauté d'Hélène. Nous touchons là au cœur du problème. La vérité est moins belle que nos désirs. Votre première tâche d'orateur, c'est donc de comprendre la psychologie de vos semblables.
Et ça, Jancovici l'a fait. Et il a su adapter son discours en conséquence. Le principal défi rhétorique de Jancovici, c'est d'augmenter la présence à l'esprit du public de menaces qui sont encore lointaines et abstraites. Pour ce faire, il a régulièrement recours à 2 outils. Le premier, c'est l'analogie. Je lis partout, il n'y a pas de baisse significative. Bien sûr que si. Il y aura cette année quelques pourcents de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, bien sûr que si. Mais on voit le prix qu'on paye. Oui, mais si vous avez séché l'école pendant 20 ans, et qu'au bout de la 21e année, vous décidez d'y retourner, c'est pas au bout de la première semaine que vous avez rattrapé votre retard, ni même au bout de 12 mois. Faire passer une idée complexe par comparaison avec des choses plus connues et plus concrètes. La COP, c'est un peu comme une assemblée de copropriétaires. Donc vous imaginez 200 copropriétaires dans une propriété qui doivent décider à l'unanimité d'un programme de travaux où chaque copropriétaire a une voix, quelle que soit la surface de son appartement. Par contre, les charges sont au prorata des surfaces. Le programme des travaux n'est pas décidé avant que les copropriétaires commencent à délibérer. Il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de projet de résolution et ils doivent se mettre d'accord à l'unanimité sur un programme de travaux. Le second outil qu'il utilise régulièrement, c'est un travail sur les ordres de grandeur. On peut remplacer le charbon qu'on utilise pour réduire le minerai de fer, donc pour enlever l'oxygène de l'oxyde de fer, on pourrait le remplacer par de l'hydrogène et à ce moment on peut faire de l'acier sans CO2. Enfin, avec très peu de CO2, on va dire. Ça, c'est une application industrielle qui est intéressante. L'acier, c'est quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors 4%, pour donner un ordre de grandeur, c'est la flotte mondiale de camions. Dès que vous entendez 4%, c'est la flotte mondiale de camions. Permettre à son public de mieux hiérarchiser les choses, de mieux distinguer les vrais problèmes des faux problèmes. Si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. Plus de 10 000 ans. Donc, je suis désolé d'être un peu caricatural, mais j'en ai marre qu'on vienne me faire chier avec des déchets nucléaires qui, au bout de quelques siècles, je parle bien des déchets, hors plutonium, les autres, au bout de quelques siècles, ils ont perdu l'essentiel de leur radioactivité, alors qu'avec le changement climatique, on est en train de mettre en œuvre à l'échelle de la Terre, dans son ensemble, quelque chose qui est susceptible de déclencher la guerre partout, avec une non-réversibilité sur 10 000 ans. Enfin, on n'est juste pas du tout en train de parler de la même chose. En utilisant de tels outils de vulgarisation, vous parviendrez à rendre les problèmes dont vous parlez plus préhensibles, plus concrets et plus urgents. Mais c'est là que les vraies difficultés commencent. Poursuivons la triste histoire de Cassandre. Elle avait prédit que le cheval déposé aux portes de Troie n'était pas un cadeau, mais personne ne l'a écouté et elle a assisté impuissante au saccage de sa ville. À partir de là, elle est de plus en plus désespérée, elle sombre progressivement dans l'hystérie. Lorsqu'elle a des visions du futur, elle se met en transe et dit des choses tellement effroyables qu'elles font fuir les gens. On touche alors à ce qui est le plus difficile pour ceux qui ont une vérité douloureuse à partager. Plus nous sommes habités par notre cause et plus nous risquons de nous laisser submerger par l'émotion et plus notre discours risque de nous discréditer. La clé, c'est donc la maîtrise des émotions. Mieux maîtriser les émotions qui naissent en nous pour mieux maîtriser les émotions que nous suscitons chez les autres. Aristote est très clair là-dessus. Si vous ne maîtrisez pas l'alchimie des émotions, vous pouvez dire adieu à la persuasion, car les émotions sont les causes qui font varier les hommes dans leur jugement. Et en particulier, vous devez vous intéresser au couple que forment la peur et l'espoir. Vous avez besoin de la peur pour que les gens s'intéressent à ce que vous avez à dire, car la peur permet de rendre saillants les problèmes et d'inviter le public à modifier sa hiérarchie des préoccupations en conséquence. Et Jancovici sait utiliser ce levier. On va avoir moins de ressources, donc moins d'économies pour gérer plus d'emmerdements, parce que le changement climatique est un processus avec une inertie considérable. Et par exemple, un truc que peu de vos confrères ont dit, et je trouve ça dommage, parce que du coup, les gens n'ont pas assez peur, entre guillemets, mais une bonne peur, celle qui fait comprendre que vraiment, il faut s'en occuper. La dérive climatique des 20 prochaines années est déjà écrite. C'est-à-dire, elle est embarquée dans nos émissions passées. D'accord ? Donc, et le climat de 2020 est perdu à jamais, de toute façon, quoi qu'on fasse à l'avenir. Mais, nous dit Aristote, il faut faire bien attention quand on utilise cette émotion. Il faut, pour craindre, garder en son fort intérieur quelque espoir touchant l'objet de son anxiété. En voici un indice, la crainte porte à délibérer, or nul ne délibère les cas désespérés. On annule l'effet positif de la peur, celui de nous pousser à chercher des solutions, si on ne la couple pas avec de l'espoir. Et l'espoir, nous dit Aristote, consiste en la visualisation des choses qui peuvent nous sauver. Ça, Jancovici en a conscience. Il faut organiser la diminution du pouvoir d'achat. Le seul contexte dans lequel ce genre de choses est négociable, c'est si en face je vous amène de l'espoir. Dit autrement, je vous dégage le brouillard devant en vous disant quand même tu vas
devant, là ça monte un peu, on va transpirer un peu. Mais je dégage l'horizon et on est sûr qu'on va pas tomber dans une crevasse. Mais en pratique, dans ses discours, il peut avoir tendance à zapper cette étape, ce qui peut nuire à l'efficacité de son propos. Par exemple, ça ne me semble pas judicieux de terminer une conférence comme ça. Voilà, malheureusement, les limites, elles sont déjà là. Et pour les plus jeunes d'entre vous dans cette salle, donc ça c'est la partie très très mauvaise nouvelle, elles vont s'appliquer de manière croissante jusqu'à ce que vous ayez mon âge et bien plus, parce que malheureusement, la Terre ne fait toujours que 13 000 km de diamètre. Voilà, merci. Comme nous sommes un organisme qui cherche à préserver un bon équilibre émotionnel, nous allons avoir tendance à nier les problèmes auxquels nous ne percevons pas de solution. Je vous conseille donc d'envisager dans chacun de vos discours un temps pour permettre à votre public de visualiser une issue positive. C'est ce que fait notre orateur ici. Un certain nombre d'entre vous, pendant les vacances, ont eu des conditions matérielles d'existence plutôt moins sympathiques que celles que vous avez pendant l'année. Par exemple, si vous êtes parti faire du camping, eh bien, vous êtes moins bien logé que dans un appartement. Pourtant, il y a des tas de gens qui reviennent ravis de leurs vacances en camping. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a moyen de moyenner, comme disait l'autre. À ce stade, vous avez fait une grande partie du travail. Les gens vous écoutent, progressivement leur opinion commence à évoluer et certains commencent à changer leur comportement en conséquence. Mais c'est là qu'un piège fatal peut se refermer. La fin de Cassandre est terrible. Elle n'a pas su éviter la guerre, elle voit sa cité se faire ravager, elle se fait violer par Ajax, elle se fait embarquer dans les rivalités entre les hommes et les peuples. La morale de cette histoire est glaçante quand on y pense. Celui qui détient la vérité et qui se fait embarquer dans le jeu politique finit souillé puis supprimé. Si vous cherchez, vous allez trouver assez peu de séquences où vous voyez Jean Covici sur un plateau de télé en train de débattre avec des politiques. Et c'est judicieux de sa part, car la séquence que j'ai trouvée nous donne une idée de la manière dont ça peut tourner. Quelque chose qui vient d'être énoncé en 2 minutes 30, vous pensez qu'ils en ont tenu aucun compte ? Ils peuvent prendre les gens pour des andouilles que de leur dire ça. Non, pas du tout. Je vous ai pas interrompu. Donc, en ce Mettez les formes, monsieur Jancovici, s'il vous plaît. J'ai dit, je n'ai pas interrompu. Donc, l'agacement, la frustration qui monte en lui vient du fait que Corinne Lepage donne l'impression qu'elle peut parler d'égal à égal avec l'expert, ce qui n'est pas le cas. Le renouvelable coûte, mais aujourd'hui, on arrive à des prix de revient du renouvelable qui sont inférieurs aux prix de revient du nucléaire nouvelle génération. Ça dépend par quoi on le remplace. Oui, si on le remplace par du charbon, ça augmente pas beaucoup dans les circonstances actuelles. Par l'éolien, non. Si on le remplace par de l'éolien et du solaire, je vais me risquer à dire que ça augmenterait d'un facteur 5 à 20 sans être précis. Non, pas vrai. 5 à 20. La rhétorique du politique, c'est le contraire de celle de l'expert, dans le sens où elle vise à simplifier les problèmes et à simplifier les solutions. Mais lorsque la parole du politique rentre en conflit avec celle de l'expert, le politique va essayer de faire passer l'expert pour quelqu'un de faussement objectif et de méprisant. Alors, on va s'arrêter là-dessus, s'il vous plaît. On va s'arrêter sur ce point précis. Ça fait des années qu'on entend Fessenheim, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux selon vous? Alors, je vais vous dire. Dans le détail. C'est pas à Madame Lepage qu'il faut le demander. Alors, si chacun son tour, si ça vous ennuie pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pardonnez-moi, mais là, aujourd'hui, nous sommes 4 sur ce plateau, donc on va quand même écouter. Je suis désolée, monsieur Jancovici, mais vous serez obligé de me supporter. C'est très difficile de faire de la politique sans se salir, et plus on se fait embarquer dans ce genre de dialogue de sourds, plus on se montre sous un mauvais jour, et plus on risque de ternir notre image d'expert. Heureusement pour lui, Jancovici a su se préserver en se focalisant sur le cœur de son métier, et je vous invite à limiter sur 2 points si vous voulez que votre discours se situe au-dessus de la mêlée. Le premier, c'est de présenter les problèmes dans toute leur complexité. À un moment, vous avez 4 rouages qui doivent fonctionner qui doivent tourner dans le même engrenage. Vous avez les consommateurs, vous avez les producteurs, vous avez la puissance publique et vous avez la finance, on va dire. Voilà. Et il faut aligner ces 4-là. Et chaque mouvement de l'un de ces 4 ensembles qui permet de faire progresser le système par effet de cliquet, il est toujours bon à prendre. Toutes les fois que vous pensez avoir identifié un coupable idéal, c'est que vous êtes en train de vous planter. Et Jancovici démontre régulièrement une belle capacité à résister, à entrer en connivence avec ceux qui voudraient rejeter la faute sur un groupe en particulier. La caste politique, on va les poivrer et les saler un peu et les rhabiller pour l'hiver. Ils sont bien au courant de ce qui se passe. Non. Ils sont bien au courant. Ils ont bien des services de renseignement qui les tuyautent. Pas là-dessus. Ils ont bien des services de renseignement qui leur disent voilà, il va falloir se déployer un petit peu par là pour sécuriser notre approvisionnement énergétique. Alors oui, sauf que sécuriser l'approvisionnement énergétique, on ne fait pas nécessairement le lien avec le fait que l'énergie va augmenter ou décroître. Le deuxième point qui doit vous inspirer concerne la présentation des solutions. Et l'objectif, c'est de résister au désir de se faire aimer du public en leur faisant miroiter des solutions qui régleraient le problème et qui ne leur coûteraient rien. En l'occurrence, tout le monde aimerait qu'il y ait une solution miracle qui permettrait d'amortir le choc climatique sans qu'on doive baisser notre niveau de vie. Mais Jancovici fait toujours l'effort de résister à l'envie de gratter un peu de sympathie bon marché.
ces futures centrales nucléaires à fission nucléaire. Enfin, est-ce que c'est pas ça la solution? Ça ne m'intéresse pas de rajouter du nucléaire en plus des centrales à charbon existantes, parce que ça ne rendra pas la vie plus douce à mes enfants. Il rappelle constamment à son public que quoi qu'on fasse, il y aura des coûts à assumer. La question, c'est une fois que j'ai dit qu'on se débarrassait du charbon, vous avez un arbitrage à prendre entre l'éolien qui est vachement bien, le photovoltaïque qui est vachement bien et le nucléaire qui est vachement mal. Et en fait, la question, c'est est-ce que vous voulez, une fois que votre parachute dorsal ne marche plus, un parachute ventral parfumé à l'eau de rose qui fait 3 cm², ou un parachute ventral qui pue, mais qui fait 70 m². Voilà, c'est ça la question. Bon. Et en fait, le nucléaire, c'est le parachute ventral qui pue, mais qui fait 70 m². À l'approche des échéances électorales, les temps vont être durs pour les discours responsables, rigoureux et nuancés. Mais profitez de cette épreuve pour vous renforcer. Choisissez un sujet, avec l'ambition de le maîtriser. Lisez plus, écrivez plus, discourez mieux, mais surtout, débattez moins.